Je suis Simon Lieberman et je suis cofondateur et éditeur aux éditions 2042, ex-édition 2024. Aventure, façonnage et visseuse. Pour remonter un peu dans le temps, on va se placer là en 2010 avec mon cofondateur Olivier Bron. On a fait tous les deux les mêmes études, c'est-à-dire qu'on est passé par l'atelier d'illustration des Arts Déco. On s'est rendu compte que tous nos, on va dire, nos copains, copines de promotion nourrissaient en fait des projets assez cool qu'on avait envie d'accompagner. Et s'il devait y avoir à cette époque, on va dire, un leitmotiv, ça aurait pu être ça, l'aventure. C'est-à-dire il y avait vraiment l'envie de réinvestir tout le champ un peu de notre enfance, un peu faire du... Qu'est-ce que c'est, par exemple, faire du Tintin de manière un petit peu différente, alternative, bizarre. Façonnage, là, on en revient un peu à nos petites aventures de fanzine. L'idée qu'un livre, il y a une matérialité, et cette matérialité, en fait, elle est vraiment chouette à investir dans tout ce qu'elle a de plus technique aussi. Donc, on s'est intéressé, effectivement, à l'époque, quand on faisait la sérigraphie, aux encres, à la matité des papiers, la brillance, voilà. Le façonnage, effectivement, c'est vraiment une question qu'on essaye de mettre au cœur de notre accompagnement éditorial. Alors la visseuse, on commence à sortir un peu des sentiers battus de l'édition. Depuis les débuts, en fait, on a eu l'opportunité, par différents hasards, de produire des expositions autour des titres qu'on sortait. Donc le premier titre, c'était Les Derniers Dinosaures de Donatien Marie et Didier de Calan. Et on a fait une exposition au Festival d'Angoulême. Ça a déclenché un peu une curiosité, une envie. Et effectivement, on essaye à chaque fois de penser un peu quel peut être le prolongement d'un livre sous la forme effectivement d'expos, parfois de performances. On est éditeur, mais on a aussi notre atelier de fabrication d'expos avec des visseuses, en l'occurrence, ce qui n'est pas très courant, je pense, pour un éditeur. On va pas se mentir. Un livre de littérature jeunesse important pour moi. Le secret, très secret du maître du secret de Vincent Pianina. Alors pourquoi je l'ai choisi? Il y a plein de raisons. Déjà la première, c'est un livre génial qui est tellement drôle. Je le lis à ma fille qui à chaque fois m'engueule parce que j'arrive pas à le finir souvent tellement je rigole et j'ai les larmes qui coulent en fait. Et au bout d'un moment, j'arrive plus à prononcer, on va dire, le texte. Il y a tout un univers graphique un peu fou. Il y a une sorte de liberté, on va dire, de ton où l'auteur s'adresse au lecteur. Ce que je trouve vraiment chouette, c'est le fait que ce soit un album pour enfants, mais qui s'adresse un peu à un peu plus grand que ce qu'on a d'habitude. C'est-à-dire que là, on est sur un album qui peut accompagner, à mon avis, jusqu'au collège sans problème. C'est quelque chose qui était important pour nous lorsqu'on a lancé la collection 4048 à destination de la jeunesse, c'est d'investir un peu ce champ un peu délaissé qui est dès lors qu'on a fini les albums, on passe soit à la BD, soit au roman jeunesse. Je trouve ça un peu triste, en fait, il y a quand même quelque chose de tellement créatif, chouette à rester dans l'album. Et effectivement, Secret, très secret du maître du secret est vraiment l'album parfait dans cette catégorie-là. Le premier livre que j'ai publié. Les Derniers Dinosaures de Didier de Calan et Donatien Marie. C'est un projet de diplôme de Donatien Marie des Arts Déco. Donc il avait cette idée de faire une sorte de fantaisie sur les dinosaures, projeter un peu des théories scientifiques farfelues sur comment ils ont disparu. Il avait sorti quelques images en gravure sur bois. Nous, on trouvait ça assez chouette en fait de démarrer donc ce projet des éditions 2024 par ce titre, parce que c'est vraiment bizarre à tous égards. C'est-à-dire qu'en librairie, il n'y a pas vraiment de rayon de livres illustrés pour adultes. Tout est complètement rétro, c'est-à-dire qu'on est sur de la gravure sur bois, un texte qui pastiche des livres scientifiques du 19e. Et ça a été un beau terrain de jeu pour commencer, à la fois sur le choix de façonnage, sur la typo, sur les mises en page, sur plein de choses. Et je trouve que le résultat ne se démode pas, puisque de toute façon, c'est déjà hors d'âge lorsqu'on l'a sorti en 2010.
Une maison d'édition, une éditrice importante pour vous. Persépolis, de Marjane Satrapi à l'association. C'est vrai que l'association est une maison d'édition qui nous faisait bien rêver, on va dire. Toute la révolution qui a eu lieu dans les années 90 avec Cornelius, Lasso, les requins-marteaux, c'est un peu eux qui ont amené une alternative vraiment chouette. Il y a eu effectivement des thèmes qui ont été abordés qui n'existaient pas. On a tout d'un coup du reportage, du documentaire, de l'autobiographie. Il y a des formes tout d'un coup qui sortent un peu du cartonné classique. Toutes ces générations-là, elles ont été des collectifs d'auteuristes. Et bon, on va dire on s'est monté les éditions 2042 à deux, Olivier Bron et moi-même. On était, on va dire, compagnons de route à l'époque en faisant des fanzines, en ayant ensemble, on va dire, des projets collectifs qui impliquaient des fois de mettre les mains dans les encres, dans les papiers, de se retrouver ensemble à relier des bouquins des fois à la main, de faire des carrés collés ensemble. Finalement, les trois quarts des autoristes du catalogue sont issus de nos promotions des Arts Déco issus de Strasbourg. On ne s'imaginait pas du tout que 14 années plus tard, on serait à la tête d'une maison d'édition qui publierait 15 titres par an et qu'on serait une équipe de 9. C'est vrai qu'il y a l'idée qu'on rejoigne une bande lorsqu'on fait le choix de passer dans l'édition indépendante. C'est un peu choisir sa team, qui ne sera pas la même que la team Misma, la team Cornelius, la team Lasso. Et c'est une façon assez belle, à mon avis, de voir l'édition alternative. Un livre qu'on a édité particulièrement important pour nous. Le grand vide de Léa Muraviec. C'est un livre qu'on a sorti post-Covid d'une jeune autrice, Léa, qui imagine un monde dans lequel, lorsqu'on n'a plus de notoriété, on va dire, eh bien, basiquement, on meurt. Les gens essayent d'exister par tous les moyens possibles, de faire parler d'eux. Par ce dispositif, Léa cherche à parler à la fois des réseaux sociaux, de l'économie de l'attention. C'est très virtuose. On est sur des pages et des compositions complètement dingues. On est à la fois dans du cartoon, dans des codes manga complètement stupéfiants. Par tous ces aspects, cet album, je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ce livre a eu un prix à Angoulême, prix du public France TV. Et c'est vraiment chouette. Enfin, c'est rare que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que des fois, on a des enthousiasmes d'éditeurs et puis finalement, le livre marche pas tout à fait selon nos attentes. Et c'est chouette lorsque tout s'aligne et se déroule comme dans une success story. Voilà. Un personnage de notre maison d'édition qui compte pour nous. Tulip. Tulip, c'est pas mal de choses. À la base, c'est un strip. Donc c'est des pages un peu à la Mafalda ou les Peanuts avec toute une galerie de petits personnages très mignons. Donc l'ours Tulip adossé à son arbre, c'est une sorte d'ours philosophe qui aime bien rêvasser. Dans ses potes, il y a plein de petits personnages qui forment ce monde. On les suit comme dans une sitcom très chouette, très mignonne. C'est vraiment tendre. Et puis c'est drôle. C'est pas que drôle, c'est aussi intelligent. Il y a quelque chose qui tend vers l'universel. Et en tant qu'éditeur, j'adore tous les livres qu'on a faits, mais c'est le plus évidemment vers celui-ci que je me porterai pour dire ce livre va traverser les générations futures. Sophie Guérive a eu entre-temps des enfants et elle a eu envie de prolonger cet univers parce que c'est quand même des questionnements plutôt adultes. Elle a fait le club des amis et c'est hyper chouette et encore plus mignon, encore plus tendre. Et c'est vrai que c'est un peu la même chose, mais c'est des questionnements à hauteur d'enfant. À côté de ça, il y a Où est Tulip, qui est un cherche et trouve dans l'univers encore de Tulip.
Il y a toute la série des Crocus qu'on n'a pas là, mais c'est la même chose à destination plutôt des tout petits, des bébés. Et Sophie, ouais, construit le Tulipverse, un monde complètement très riche, très mignon. Et elle arrive à déployer la même chose pour les tout petits, pour les un peu plus grands, et à chaque fois avec des petites trouvailles qui sont justes et qui font mouche, on va dire, chez tous les enfants qui ont pu découvrir ces albums. L'archive surprise choisie par l'heure joyeuse. Monsieur Canard cherche une maison par Benjamin Rabier. Alors, je connaissais pas. C'est assez incroyable. C'est des pages en tissu et c'est imprimé. C'est très, 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 très beau. Ça a été choisi par l'heure joyeuse parce qu'on a publié récemment un album de bande dessinée qui recueille des pages issues de la presse jeunesse de Benjamin Rabier. Il a vraiment expérimenté des choses qui ont ouvert des possibles. C'est très très contemporain en fait. Nous, avec le projet de nos éditions, c'était de trouver des formes nouvelles, que ce soit par la jeune création contemporaine et aussi en redécouvrant des choses anciennes. Et c'est vrai que ça fait partie des choses vraiment cool du métier, c'est d'aller fouiner dans les fonds. C'est assez fou en fait de redécouvrir ces auteurs-là parce qu'ils avaient vraiment une candeur, une fraîcheur, une manière d'aborder la BD à la fois complètement novice et hyper intéressante et pertinente encore aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu envie en fait de devenir éditeur. Et ensuite, en 2010, quand on a démarré, c'était un monde très différent de maintenant. Donc on avait des aspirations, c'était l'aventure, la SF, tout ça, c'était chouette. Aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans le même monde et il y a quand même une inquiétude qui s'est imposée à nous tous. Et c'est vrai que ça teinte aussi les récits qu'on publie. Et je trouve que c'est une belle évolution aussi, c'est-à-dire que là, on a gagné d'une certaine façon une profondeur, une maturité dans les bandes dessinées et albums qu'on accompagne. Et c'est assez logique que ça évolue de cette façon. On souhaite être là en 2042 et poursuivre ce qu'on a fait depuis le début. Publier des livres chouettes, accompagner des auteurs et des autrices. Et voilà.